je suis ravi de venir à l'invitation de Nantes Métropole pour vous parler de ce qu'on a vécu de ce qu'on vit sur Bordeaux. Et je retrouve, finalement, je suis assez surpris, il y a énormément de similitudes. D'abord sur le contexte, en fait, à la fois historique, c'est-à-dire une ville située au fond d'un estuaire, sur un grand fleuve, avec des problématiques d'un côté d'un domaine fluvial, de l'autre côté d'un domaine maritime. Donc sachez qu'on a exactement la même chose, le même contexte sur Bordeaux, puisque le domaine maritime remonte jusqu'au centre de Bordeaux. Le premier obstacle à la navigation des grands navires, c'est le pont de pierre qui a été construit en 1821. Et donc c'est le seul obstacle à la navigation des grands navires. Et encore aujourd'hui, nous avons des gros paquebots de croisière qui viennent accoster en plein centre-ville de Bordeaux. Alors, juste, je vais passer quelques diapos et puis vous situer un peu le contexte de Bordeaux pour comprendre pourquoi, dans quelle démarche nous étions, et puis vous retrouverez aussi des similitudes ou au contraire des différences avec le contexte de Nantes. Pour nous, tout remonte en fait au milieu des années 90, puisqu'on a différentes choses qui arrivent. D'abord, un changement politique assez important, puisqu'il y a un changement de présidence à l'époque à la communauté urbaine de Bordeaux, donc devenue Bordeaux Métropole. Donc un changement d'air. On a eu, au début des années 90, on était parti sur un projet de déplacement, une politique de déplacement qui était constituée sur un projet de métro et qui a été attaqué, dont la DUP a été attaquée, et finalement la DUP est tombée en 1994. Donc il a fallu remettre un petit peu toutes les choses à plat. On avait un précédent projet de franchissement qui était le pont du Médoc, pareil, qui avait été abandonné. Bon, et puis changement politique, un nouveau président qui a souhaité tout remettre à plat, et notamment toute la politique des déplacements. Donc, en remettant tout le schéma directeur des déplacements à plat, trois axes principaux sont ressortis de ce projet de nouveau schéma directeur des déplacements. D'abord, abandon du métro, et on est reparti complètement sur autre chose, à savoir un réseau de tramway qui s'interconnecte avec le réseau ferroviaire de l'agglomération. Deuxième volonté, la protection du centre urbain historique, pour pouvoir remettre en valeur tout le centre urbain historique, et à travers ça aussi mettre en valeur la façade sur le fleuve, puisque, même contexte, début des années 90, toute l'activité portuaire traditionnelle qui était jusqu'à présent dans le centre de Bordeaux avait déménagé en aval du fleuve, en laissant des grandes friches portuaires vides en plein centre-ville de Bordeaux. Donc vous avez une carte un petit peu là de notre agglomération, enfin surtout du centre de l'agglomération. Donc vous voyez la courbe de la Garonne. Alors le contexte est là différent, c'est-à-dire que la Garonne, c'est un fleuve assez tumultueux, assez puissant et assez dangereux. On a des marnages très importants. Et puis surtout, il fait entre 450 et 500 mètres de large. Donc quand on veut le franchir, c'est tout de suite des gros projets et des gros moyens. Pardon, on va rester juste un tout petit peu sur le slide précédent. Voilà. Le gros de l'agglomération, en fait, 80%, c'est sur la rive gauche, et la rive droite, c'est les anciennes activités industrielles, et donc des friches à reconquérir. Donc l'idée, on a un grand maillage des grands boulevards qui contournent tout le centre-ville de Bordeaux côté rive gauche, et l'idée, c'est de trouver des possibilités de faire le bouclage par la rive droite pour avoir à la fois relier les deux rives et également avoir un cœur de ville qui se répartisse bien sur les deux rives. Donc, premier objectif, donc boucler le boulevard par la rive droite. Et pardon, j'ai juste sur le deuxième slide, et également aussi réduire le trafic en fait sur cet arc-là, qui est l'arc traditionnel des quais rive gauche, et qui, dans les années 80, on l'imaginait en autoroute urbaine à 2x4, 2x5, 2x6 voies. Donc l'idée, c'était au contraire de revenir sur l'idée du tout-voiture et de remettre en valeur le patrimoine de Bordeaux.
Donc mettre en valeur le fleuve, par exemple, c'est l'opération d'aménagement des quais. Vous avez l'image de ce qu'étaient les quais avant l'intervention, donc une autoroute urbaine et puis des friches portuaires largement colonisées par des parkings de voitures. Donc l'idée, réduire le trafic sur les quais, supprimer les échangeurs au niveau du pont de pierre pour recompacter un petit peu tout ça et refaire des choses beaucoup plus urbaines, et se réapproprier les quais désertés par le port, donc avec tous ces aménagements. Donc vous voyez l'image sur la photo de droite. Ça, c'est une opération qui nous occupait de 2000 à 2009. Voilà. Donc en parallèle, on a un gros problème sur Bordeaux, c'est un déficit de franchissement, le fleuve étant assez tumultueux et surtout très large à franchir. En franchissement autre que ferroviaire, il n'y a que 4 franchissements. Au nord et complètement au sud, des franchissements de type autoroutier, c'est le bouclage de la rocade. Au centre, ce premier barreau, donc, qui est le pont de pierre, un pont qui date de 1821. Donc, adapté, un peu élargi au fur et à mesure, mais on ne peut pas élargir considérablement, c'est un pont en maçonnerie. Aujourd'hui, on y fait passer le tramway, il n'y a plus que deux fils de véhicules. Et puis un autre pont qui date de 1967, c'est le pont Saint-Jean, qui n'a jamais rencontré son succès. Bon, il a de la capacité routière, mais il est relativement peu utilisé. Autant côté rive droite, il y a une belle pénétrante, mais bon, côté rive gauche, la tête de pont débouche sur rien, et donc il est sous-utilisé. Voilà. Donc, dans le projet des déplacements urbains, il était prévu de renforcer le nombre de franchissements. Alors au début, l'idée c'était de rajouter un franchissement au niveau central. Donc il y a eu le pont du Médoc qui a été abandonné. Ensuite, l'idée c'était de faire un pont au niveau des Quinconces. Mais là, on a un problème, c'est que on est en plein dans l'ère d'évitage des paquebots de croisière. Donc il y a eu une concertation au milieu des années 90 qui a conclu que ce n'était pas une bonne idée de faire un pont à cet endroit-là. Donc ensuite, on a basculé au niveau politique les priorités. Donc la première priorité, c'était de faire un franchissement aval, donc sur la zone en bleu. Et donc c'est ce barreau-là qui a été retenu, et c'est le fameux franchissement Chabandelmas qui est maintenant en service depuis mars 2013, qui est un pont levant, puisque comme les bateaux viennent accoster sur les quais historiques ici, il a fallu faire un pont levant pour pouvoir laisser passer les bateaux, avec un débat préalable, pont, tunnel, pont, qui a été assez long à trancher. Voilà. Donc ce pont est en service depuis 1993. En 1980... en 2013. En 2007, fin 2007, le conseil à l'époque la communauté urbaine de Bordeaux a décidé de faire un troisième franchissement. Vous avez ici une carte de l'agglo et puis une carte qui représente pour la ville-centre, mais aussi pour l'agglomération, 3 gros pôles de développement. Ça, c'est issu des projets de Bordeaux 2030, qui met le paquet sur trois secteurs qui sont à très fort potentiel de développement et pour pouvoir développer de l'habitat et des activités. Sur la rive gauche au nord, ce qu'on appelle le quartier Bacalan, qui est l'ancien quartier portuaire autour des bassins à flot. Sur la rive droite, le quartier de la Bastide, qui est un ancien quartier ouvrier avec beaucoup d'emprises ferroviaires et d'anciens sites industriels, donc du foncier disponible. Et au sud, le secteur de la gare et donc le secteur Belsier, qui est aujourd'hui le secteur sur lequel se développe une grosse opération, qui est une opération d'intérêt national, qui s'appelle Bordeaux Euratlantique, qui est la plus grosse opération de restructuration urbaine en France aujourd'hui. Voilà. Et donc l'idée, c'est de relier les 3 B, donc Bacalan, Bastide, Belsier, avec un nouveau lien. Donc vous voyez, on a le croissant de la Garonne de l'autre côté, et de l'autre côté, donc c'est le fameux bouclage des boulevards avec 2 franchissements. Le franchissement donc Chabandelmas construit au nord, et donc de faire un nouveau franchissement au sud, dans l'axe des boulevards ici, donc c'est le boulevard Jean-Jacques Bosque, donc son nom de code pour l'instant c'est le franchissement Jean-Jacques Bosque. Voilà. Donc ce que je vous expliquais, le pont Levant Chabandelmas et le futur pont Jean-Jacques Bosque. Alors pour faire avancer les choses, donc en 2007,
les élus ont délibéré pour fixer les objectifs d'un nouveau franchissement, mais sans donner le mode. Il ne s'agissait pas de dire si c'était un pont, un tunnel ou autre chose. Donc, une délibération, on fait un nouveau franchissement sur la partie sud de l'agglomération, pressenti dans le prolongement du boulevard Jean-Jacques Bosc. Donc, sur un territoire qui monte en puissance du point de vue de la participation, donc, notamment avec un jeune élu, président de la communauté urbaine, très en pointe sur les idées de démocratie participative. On tombe en même temps sur, à l'époque de la refondation du Conseil de développement durable, donc qui est venu nous épauler. Donc une commande politique d'une concertation qui soit approfondie, novatrice et exemplaire. Il faut dire aussi que sur le pont Chaman-Delmas, on sortait d'une longue querelle juridique pour faire passer ce projet qui n'avait pas forcément été bien accepté en amont. Donc on voulait éviter de retomber dans ces écueils-là. Les enjeux de la concertation, d'abord il y a une obligation réglementaire, donc c'est l'article L302 du Code de l'urbanisme, qui ne dit pas grand-chose, il n'impose rien, il n'impose qu'une seule chose, c'est qu'on dise ce qu'on va faire, et qu'ensuite, strictement, on fasse ce qu'on a dit, au minimum. Si on ne respecte pas ces deux règles, clac. Voilà. Après, les voies, les moyens sont relativement libres, à condition, bien sûr, de respecter quand même, de mettre en œuvre au moins des moyens à la hauteur du projet. Politiquement, il y a donc une volonté affirmée d'associer les habitants au projet d'aménagement. Et puis, donc, la volonté du président de la CUB de l'époque d'avoir une procédure pilote pour tester des nouvelles façons de faire, pour capitaliser de l'expérience, pour forger des compétences à l'intérieur des services et pour pouvoir ensuite dupliquer ce qu'on aura fait sur ce projet-là à d'autres projets. Voilà. Et puis un exercice qui a vocation à déborder largement le simple champ d'une concertation obligatoire et à se prolonger jusqu'à la mise en service de l'ouvrage. Réglementairement, l'article L302, on ouvre la concertation, on clôt la concertation, on tire le bilan, et puis après, on passe à autre chose. Donc là, la volonté de faire un exercice qui déborde largement cette obligation réglementaire. Donc les enjeux pour cette concertation, ça a été de promouvoir la participation des habitants et de la maîtrise d'usage. Maîtrise d'usage, je ne sais pas si c'est les choses que vous avez aussi... Donc c'est les riverains, c'est les habitants, c'est les futurs usagers du franchissement, c'est tout le microcosme économique qu'il peut y avoir autour, c'est beaucoup de choses. Mais habituellement, on ne les associe pas forcément en tant que tel. Pour nous aussi, c'était très important. D'abord, c'était d'améliorer le projet. On s'était dit, plus on est à réfléchir sur le projet, a priori, plus on va faire un truc intelligent. Donc plutôt que d'être 3 dans un bureau et puis de prendre quelque chose de très technique ou très... et puis ensuite de le soumettre à la concertation et puis d'y aller, on s'est dit peut-être que la maîtrise d'usage, justement, peut nous apporter, peut nous enrichir le projet et nous apporter des idées. Et puis accroître sa légitimité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura tous discuté de ce qu'on veut faire, ça sera plus difficile pour ceux qui veulent s'y opposer de venir en disant je ne suis pas d'accord, etc. Donc vous allez voir dans le processus comment ça s'est passé. Expliciter publiquement les controverses, parce qu'il y en a toujours sur ce type de projet. Et puis ensuite, à terme, donc, de limiter les conflits et recours juridiques. Donc le temps qu'on passe à concerter en amont, c'est du temps qu'on espère économiser dans des recours juridiques qui bloqueront le projet après les autorisations administratives. Le périmètre de la concertation, il a porté sur les modalités de franchissement de la Garonne. Donc c'est un peu le tableau qu'il y avait tout à l'heure. Un pont, un tunnel plus une navette fluviale, un pont transbordeur, un téléphérique, une passerelle piéton plus un tunnel en dessous. Enfin, bon, toutes les idées étaient possibles et ouvertes. Il a porté également sur ce périmètre portait sur les mesures d'accompagnement environnemental associées au mode retenu, l'impact sur la faune, sur la flore, sur l'économie, sur les inondations, sur voilà, ce qu'on retrouve après, tous les thèmes qu'on retrouve dans une étude d'impact. Par contre, les élus ne voulaient pas revenir sur l'opportunité du franchissement. Donc ça, c'est une particularité, c'est-à-dire que dès le départ, on a dit l'opportunité n'est pas dans la concertation.
On aurait pu le mettre au départ, mais il n'y était pas. Les élus ont dit on veut faire un franchissement, donc l'opportunité, on n'en discute pas et elle n'est pas remise dans le champ de la concertation. Donc, une commande politique fin 2007, début 2008. À partir de là, nous, les équipes, on planche, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on fasse quelque chose d'un petit peu nouveau, d'un peu novateur, d'un peu approfondi. Donc on a posé quelques principes, un principe de confiance et de légitimité, c'est-à-dire comment construire de la confiance avec les gens, avec les maîtrises d'usage, avec les riverains, avec les associations. Un principe de distanciation de la maîtrise d'ouvrage par rapport au dispositif. C'est-à-dire que pour être cru, il faut que les autres aient confiance et que forcément notre parole puisse être un peu distanciée en faisant intervenir entre le public et le maître d'ouvrage des experts qui puissent être réellement reconnus comme indépendants. Et voilà. Et puis un principe de production, c'est-à-dire que on s'est dit, s'il y a des questions qui viennent, il faut qu'on puisse en temps réel et au fil de l'eau, produire de la réponse, produire de l'étude pour pouvoir répondre aux questions que se pose le public. Donc le premier acte, ça a été en 2008 d'élaborer une charte de la concertation spécifique à l'opération. Alors spécifique parce que depuis, la CUB s'est dotée d'une charte de la concertation qui est maintenant applicable à tous les projets, qui fixe des grandes lignes sur la manière de concerter. Mais là, c'était vraiment la concertation sur le pont Jean-Jacques Bosque. Donc c'est un truc que j'avais rédigé à l'époque en regardant un petit peu tout ce qui se faisait sur le métro de Toulouse, sur l'opération des Halles à Paris, etc. Et donc, ça a été la règle du jeu, c'est-à-dire, tout à l'heure quand je disais que l'article L302 du Code de l'urbanisme, c'est dire ce qu'on va faire et ensuite faire ce qu'on a dit, ce document-là, ça a été ce que les élus se sont engagés à faire dans la concertation. Et donc après, la concertation, ça a été de mettre à minima strictement en place tous les outils qui étaient proposés là-dedans. Dans ces outils, il était prévu trois choses en particulier. La mise en place d'un comité permanent de la concertation, une espèce d'assemblée collégiale complètement dédiée à ce projet-là, et qui assurait un rôle central du dispositif, à la fois dans le terme de relations avec les associations, de mise en place de dispositifs de communication, de mise en place de nouveaux, d'études supplémentaires pour répondre à des questions ou à d'autres. Pour répondre au principe de distanciation, donc on a mis en place 2 garants de la concertation, sans lien direct avec la maîtrise d'ouvrage. Donc on avait 2 personnes indépendante. Il y avait donc Loïc Blondiot, qui est professeur à la Sorbonne et très au fait de ces questions de processus débat démocratique, etc. Et Jean Lafont, qui est un ingénieur des ponts et chaussées et qui a travaillé notamment sur la mise en place de toute la Commission nationale du débat public dans les années 90. Voilà. Donc on avait ces 2 personnes-là qu'on avait placées volontairement indépendantes du maître d'ouvrage et dont le rôle était de surveiller à tout moment que le processus était sincère, ouvert, qu'il n'y avait pas de choses cachées et que chaque fois que le public demandait quelque chose, le maître d'ouvrage apportait bien des moyens et des réponses. Et puis avec tout ça, un animateur extérieur capable d'assurer le lien et de déminer les conflits. C'est un cabinet qui s'appelle Médiation et Environnement. Donc c'est Christophe Beroy qui nous a accompagnés pendant tout ce processus en mettant effectivement beaucoup de liens et beaucoup d'intelligence sociale à l'intérieur du débat. Voilà. Alors, dans le détail, le comité permanent de la concertation, il nous a accompagnés du début jusqu'à la fin de la concertation. Dedans, on avait 2 vice-présidents de la CUB. On avait à la fois le vice-président responsable des questions des franchissements et on avait un deuxième vice-président qui était le vice-président en charge des problématiques de concertation. Donc, tout à l'heure, quand je disais capitaliser l'expérience, donc ce vice-président était là pour voir exactement ce qu'on faisait, comment on le faisait, et pour pouvoir en tirer les bons enseignements pour reproduire l'exercice sur d'autres projets. Ensuite, on avait une quinzaine environ de représentants d'associations, à la fois des associations
droit du piéton, droit du vélo, les usagers de la voiture, les usagers des transports en commun, etc. Et également des associations de quartiers, des quartiers riverains ou de débouchés du futur pont. On avait un représentant du comité du Conseil de développement durable, on avait un représentant des 4 communes concernées, puisque c'est un projet qui est à la frontière sur 4 communes de l'agglomération. Voilà, et puis on avait aussi des représentants des différents maîtres d'ouvrage qui étaient intéressés autour, donc à savoir l'établissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique, donc qui est un établissement État-collectivité, donc comme on est en plein sur l'ère de travail de cet établissement, il a participé aux travaux du comité permanent. Et puis donc avec nous, donc Cube, direction des grands travaux, donc ça c'est la cheville ouvrière, donc c'était mon service, mais également le service de la com qui a énormément aussi beaucoup œuvré dans le dispositif. Donc à charge pour ce comité permanent, d'abord d'ajuster la méthodologie fine du dispositif de concertation, parce qu'on avait écrit la règle d'une manière générale, mais après, comment on se lance dans le dispositif, qu'est-ce qu'il faut livrer comme question, comme document, qu'est-ce qu'il faut faire, des réunions d'information, des ateliers, sur quel thème, voilà. Toutes ces questions-là, donc, on les a discutées en amont avant de les mettre en œuvre. On a, au sein de ce comité permanent, déterminé et validé les ajustements nécessaires au fil de l'eau. Tiens, il y a une problématique entre un pont et un tunnel. Qu'est-ce qui, du point de vue du développement durable, est le plus intéressant en termes de tonnes CO2, d'impact sur les milieux, etc. Donc, ça serait intéressant de faire une étude. Donc derrière, hop, on passe la commande, on fait l'étude, et puis on produit le document, et ensuite, avec la com et avec le comité permanent, on regarde si le document est intelligible, s'il est bien adapté, voilà, donc tout ce travail au fur et à mesure. Donc valider les documents d'information du public, savoir si c'est la bonne forme, si c'est bien, si c'est complet, si c'est clair, si c'est pas trop compliqué. Proposer ou valider des demandes d'études complémentaires ou de contre-expertise éventuelles. Voilà. Donc et rendre compte aux diverses parties prenantes de ces choix. Donc c'était toutes les missions qui étaient dévolues à ce comité permanent, donc qui était l'organe délibératif pour animer tout le dispositif de concertation. Deuxième outil, donc les garants de la concertation. Donc je revenais, donc les 2 personnalités, Loïc Blondiot, Jean Lafont, sans lien direct avec le maître d'ouvrage. Donc ils étaient bénévoles, donc on ne pouvait même pas faire pression sur eux à travers le paiement de la facture. Donc pas de lien direct avec le maître d'ouvrage. Leur rôle, être garant du dispositif, de valider la démarche, d'accompagner sa mise en œuvre. Au cours du processus, de proposer toute modification méthodologique qui leur semblait pertinente. Et puis de rendre compte, d'arbitrer le cas échéant en cas de conflit entre les associations et le maître d'ouvrage, par exemple, et émettre un avis final sur le processus. Donc en fait, le processus, on l'a fait en 2 temps. On a fait une première partie de concertation. Ils ont rendu un bilan d'étape pour dire comment ça se passait, réorienté. Et ensuite, on s'est lancé dans un deuxième temps de la concertation et il y a eu un rapport final. Donc l'animateur médiateur, c'était la SCOP Médiation Environnement, en charge de la production de méthodes et l'animation générale du dispositif. Il a animé en particulier les travaux du comité permanent de la concertation. Et puis, il a aussi participé pour élaborer et animer les rendez-vous publics organisés tout au long de la concertation. Donc, c'est quelqu'un qui nous aidait à monter des réunions publiques, des ateliers thématiques, des journées de travail, des choses comme ça. Donc, les grandes étapes du processus. Il a duré, le processus. On a commencé en février 2009 et on a clos la concertation en mars 2011. Donc, il y a un temps quand même relativement long pour ce processus. 3 réunions publiques de lancement qui avaient vocation à expliciter publiquement le processus, mettre les acteurs en mouvement, faire émerger les points de consensus et les points en jeu. On a eu 200 à 300 personnes à chacune de ces réunions. Ensuite, on a travaillé avec un cycle de 3 ateliers thématiques sur des sessions, chacune destinée à approfondir les enjeux ayant émergé de la première phase du processus, identifier les besoins d'informations complémentaires, faire des recommandations maîtres d'ouvrage pour le projet. Donc, sur la première partie, donc on a ouvert complètement le débat en disant, bon, pour franchir la Garonne à cet endroit-là,
quelles sont les possibilités. Donc on a vraiment tout mis sur la table. Et puis donc à la fin de la première partie a émergé quand même la solution du pont comme étant la plus appropriée, la plus adaptée. Mais malgré tout, le comité permanent, à travers ce qui est remonté donc, des différentes réunions, a souhaité quand même regarder la solution d'un tunnel associé avec une navette fluviale pour les modes doux. Et dans ce deuxième temps, en plus, il a demandé à regarder plusieurs thèmes en particulier, la mobilité et les transports, les impacts au sens large et l'espace public sur le pont. C'est-à-dire qu'on voulait pas seulement un pont pour franchir la Garonne, mais on voulait aussi un pont qui soit un espace public. Voilà. Donc là, on a travaillé sur 3 thèmes avec plusieurs réunions. On a eu 30 à 60 personnes sur ces réunions thématiques. Les supports de communication, donc on a travaillé avec un livre blanc en 2 parties, qui a été produit par l'équipe projet, mais ensuite validé avec le CPC. Livre blanc, première partie, donc c'était ce document support, qui est vraiment complètement axé sur le projet. Hein. C'est comment franchir la Garonne à cet endroit-là, quels sont les différents modes, un téléphérique, un pont, une passerelle, quels sont les avantages et les inconvénients pour chaque type de... Voilà. Et... non, pardon, je me trompe. Non, le premier livre blanc, c'était les objectifs et les enjeux. C'est une synthèse du plan de déplacement urbain de la communauté urbaine, des études de l'agence d'urbanisme, etc. Donc c'est en plus allégé ce que vous avez, vous, dans votre document, dans vos documents socles. Et le deuxième, par contre, oui, voilà, c'est celui-là, c'était les franchissements envisageables, donc les différents modes de franchissement et une petite analyse de la valeur, point positif, point négatif de chacun des modes. Les associations ont souhaité que le maître d'ouvrage mette en place une lettre du débat. Donc c'est un document qui a été maquetté par la communauté urbaine, payé, diffusé par la communauté urbaine, mais par contre le contenu était rédigé ensemble avec les associations. Au fur et à mesure du processus, donc là c'était ce dont je parlais tout à l'heure, donc c'est les études particulières qui pouvaient être demandées en cours de route. Donc le processus étant ouvert et le rôle du comité permanent étant éventuellement de recommander des études sur tel ou tel thème. Et ils nous ont demandé plusieurs études. Ils nous ont demandé de faire des études de déplacement plus poussées. Donc on a fait ces études, on les leur a présentées, parce que c'est des gens de la société civile qui ne sont pas forcément spécialistes en la matière et qu'on commence à travailler sur des problématiques d'études de trafic, VL, PL, heures de pointe du soir, du matin, report, etc. Donc on a eu de nombreuses réunions pour expliquer tous ces éléments techniques et puis petit à petit amener tout ce panel de représentants d'associations à pouvoir parler un peu le même langage que les techniciens pour qu'on puisse réellement discuter et s'entendre. Donc voilà, des études de déplacement, des analyses comparatives de différents franchissements selon le critère du développement durable. Voilà, donc c'est des choses qu'on a produites au fur et à mesure. Des supports de communication aussi, donc un plan com qu'on construit toujours avec le comité permanent de la concertation, un site internet totalement dédié à la concertation, qui a été un relais puissant de la démarche, voilà, avec un registre en ligne, c'est-à-dire que en plus des registres qu'on avait pu déposer dans les mairies traditionnellement, vous savez, on met le projet, on met le registre à côté, on attend 3 semaines et puis non. Donc là, le processus, il n'a pas duré 3 semaines, il a été beaucoup plus long. Il y avait les registres en mairie parce que les gens aiment bien aller écrire sur le registre, mais il y avait aussi un registre par Internet. Donc les gens pouvaient déposer leurs contributions et les contributions étaient enregistrées et visibles sur le site Internet. Alors les résultats de cette concertation, alors bon, au final, l'ouvrage sera bien un pont, bon, mais c'est le contexte chez nous, hein, je ne dis pas que c'est forcément les bonnes réponses pour les différents sites sur Nantes, hein. Mais par contre, un pont avec une vocation d'espace public très prononcée. Ça, c'est pas forcément quelque chose que naturellement on aurait fait, nous techniciens, si on avait tout de suite dessiné le projet et mis à la concertation. Et puis les résultats, surtout, ça a été 19 recommandations. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin du processus, le comité permanent, les associations sont réunies et ont fait 19 recommandations qu'elles ont portées en réunion publique devant les élus en disant, voilà, au bout de 2 ans, 3 ans de participation,
Voilà, nous, on vous fait la recommandation numéro 1, etc. Puis ils l'ont explicité, recommandation numéro 2. Donc ils ont fait comme ça 19 recommandations qui ont été intégralement reprises dans le programme du concours qu'on a lancé ensuite pour lancer le projet du pont. Chose aussi assez poussée chez nous. Donc on a fait le pré-programme et le programme du concours qu'on a présenté et qu'on a discuté avec le comité permanent de la concertation. Donc là aussi, souci de transparence. C'est-à-dire que la concertation est terminée, et puis on ne dit pas c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Alors, non, on a continué, on leur a dit, voyez, tout ce que vous avez dit, c'est bien dans le programme. On leur a fait valider en disant, vous aviez une préoccupation sur tel ou tel point, vous voyez bien, elle est dans le programme. Le programme, pour information, c'était un carton, un gros carton, quoi. Il arrive souvent qu'on lance des programmes pour un pont qui tiennent sur un petit livret. Là, il y avait de la matière. Volonté également du président de la communauté urbaine à l'époque d'intégrer dans le jury du concours 2 membres des associations du comité permanent de la concertation. Donc là, c'est pareil. Un jury de concours, il faut savoir, c'est anonyme. Et donc, on ne sait pas quels sont les candidats qui déposent des offres. Et toutes les délibérations sont confidentielles. Donc, on a pris des gens, on les a un peu briefés sur ce qu'était un concours, etc. Mais ils sont venus dans le jury et ils ont vu la mécanique de l'intérieur. Alors, bien sûr, ils n'avaient pas le droit de rapporter aux autres associations le contenu des débats à l'intérieur du jury, mais ils ont pu, à la sortie du jury, dire à toutes les autres associations, nous, en tant que participants au jury, on peut témoigner que les choses ont été faites en pleine transparence et que toutes les préoccupations qu'on avait eues pendant la concertation ont bien été débattues au moment du choix du projet lauréat. Il y a un processus qui se poursuit encore aujourd'hui, puisque donc une des 19 recommandations, c'était que le comité permanent de la concertation ne s'éteigne pas dès que le bilan de la concertation a été tiré, mais que ce panel continue à vivre jusqu'à la mise en service de l'ouvrage. Donc aujourd'hui, on a transformé son nom, il ne s'appelle plus comité permanent de la concertation, parce que la concertation est terminée, mais il s'appelle groupe de contact, c'est-à-dire que ces gens-là, on continue à réunir le groupe. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur toute la préparation des études d'impact. Donc c'est pareil, là aussi, il a fallu faire un gros travail avec eux pour leur expliquer ce que c'était les études d'impact, ce que c'était qu'un modèle hydraulique, un modèle acoustique, un modèle de dispersion de la pollution, un modèle etc., ce que c'était que des inventaires faune, flore, etc. Donc on les prend avec nous, on les acculture sur des problématiques techniques assez pointues pour qu'ils puissent continuer à apporter leur plus-value au projet et puis surtout à rendre témoignage auprès des autres que le maître d'ouvrage fait ça de manière transparente et sérieuse. Voilà. Petit retour sur le planning. Donc l'écriture de la charte de la concertation, ça... une petite année parce qu'en plus on l'a mise ensuite, on l'a fait valider par le public, donc il a fallu l'écrire, la présenter au public, faire un peu une concertation sur l'outil de concertation, puis une synthèse des avis là-dessus, une première phase de concertation donc sur la mise en place du comité permanent, l'élaboration des livres blancs, les premiers débats publics, donc ça a duré une petite année, et la deuxième étape également une bonne année avant d'arriver au rapport final et au bilan de la concertation. Donc c'est un processus qui prend du temps. Souvent, moi il m'est arrivé en matière d'urbanisme, c'était il y a bien longtemps, une modification de poste, concertation, ça durait 10 jours, on mettait le dossier en mairie, on attendait 10 jours, au bout de 10 jours on venait relever le livre sur lequel il y avait des observations, il y en avait en général 4 ou 5, et puis c'était plié, quoi. Donc là, un processus quand même qui a pris plusieurs années. Donc, réunion de concertation réglementaire, une grande réunion publique avec restitution des recommandations, un rapport final des garants, donc pareil, assez solide. Alors le coût du processus pour la métropole, entre les animateurs, donc qui ont été payés, mais indirectement en fait, parce qu'ils étaient payés par les garants étaient défrayés par l'animateur. Entre les animateurs, les frais des garants, les études, les publications, etc., on en a eu pour 350 000 €,
hors prestation interne de la CUB. La com de l'institution a fait beaucoup de travail en interne. Voilà. Bilan retour d'expérience, donc un processus long, chronophage, à la fois pour les équipes, pour tous les membres qui sont rentrés dans le comité permanent de la concertation. Hein. On a fait pas mal de réunions le soir, 18h, 20h, 22h. Il y a eu un moment où c'était assez cherché, mais très enrichissant et très, très confortable au final, parce qu'on a réellement co-construit un projet. Un changement manifeste de regard entre les acteurs, parce que nous, c'était la première fois qu'on faisait rentrer la maîtrise d'usage dans nos projets, hein, on n'a pas l'habitude. Et puis, pour toutes ces associations, un changement de regard aussi, c'est-à-dire qu'ils sont venus co-construire un projet et ils ne sont pas venus simplement avec un esprit de défiance en se disant « oh là là, qu'est-ce qui va nous pondre ?» Un projet co-construit et enrichi, et une forte appropriation du projet par tous les acteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand la métropole dit oui, mais on n'est pas sûr de pouvoir mobiliser tous les financements pour faire l'opération tout de suite, on ne sait pas si on ne va pas décaler d'1 an, etc. Aujourd'hui, c'est les associations qui viennent les premières dire non, le projet on le veut et on le veut tout de suite, hein, parce qu'on a participé, il est bien, il est beau, et il faut y aller, quoi. Quelques conditions de réussite. Donc en amont, avoir réfléchi au processus, savoir exactement ce qu'on fait, avant de pouvoir après ensuite décliner les outils. Une forte animation, parce que c'est vraiment le pivot de la démarche, hein, vraiment faut y aller. Des moyens humains et financiers, ça prend du temps, à la fois au service maîtrise d'ouvrage, et puis du temps et de la volonté politique. Parce que tout ça, ça a été fait uniquement parce qu'on avait une commande politique très forte, hein, on ne serait pas lancé dans le truc de les services de nous-mêmes. Et puis ça prend du temps en amont. Une équipe projet fortement impliquée, la sincérité sans faille. Hein, toutes ces réunions, il a fallu expliquer à ces gens-là qui ne savaient pas forcément ce que c'était que comment marchait un modèle de bruit, comment le bruit se disperse, etc. Donc, passer du temps à expliquer tout ça. Et puis un service communication très collaboratif et à disposition du projet. Eux aussi, ils ont bien mouillé le maillot pour que tout se passe bien. Au final, voilà le projet qui a été sélectionné. Alors, c'est un pont qui fait 549 mètres de long, qui va faire 44 mètres de large. Donc là, c'est une des premières concrétisations du processus. Si on avait fait passer strictement les besoins du programme, on rentrait en 32-35 mètres de large. On a 44 mètres de large parce que ça a été un des points très forts du rendu de la concertation. On ne voulait pas un pont pour franchir la Garonne, on voulait un pont qui soit un espace public. Donc le concepteur qui a été choisi, c'est OMA, l'agence de Rem Koolhaas à Rotterdam. Il a imaginé, en fait, il s'est inspiré du projet des quais. Il a pris un morceau de quai avec toute la vie qui se passe dessus et il l'a jeté en travers de la Garonne. Et l'idée, c'est de prolonger les quais, de passer sur la Garonne et de reboucler, de continuer ça sur une boucle qui fait 7 km du linéaire de la Garonne. Voilà. Aujourd'hui, on travaille, maintenant on est dans les études techniques, et toute la difficulté, c'est de rendre ça possible en tenant compte de toutes les normes techniques. Voilà. Donc on est dans un pays où on aime bien les normes. Donc il faut que le garde-corps il soit beau et qu'il soit sympa pour faire ça, mais il faut aussi qu'il puisse retenir une voiture si jamais une voiture qui sort. Il faut de l'éclairage, il faut tout ça, mais bon, il faut aussi que ça rende... Voilà. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler techniquement pour qu'on puisse effectivement livrer quelque chose sur lequel on puisse faire ça. Voilà. Concernant l'idée du livre blanc, est-ce qu'elle était présente au départ de la démarche, hein, et si on peut faire des comparaisons comme à Nantes, est-ce qu'on peut parler d'un document socle? Vous connaissez peut-être le document socle de la concertation ici, ou plutôt d'un cahier de doléances et de recommandations? Alors, ce n'était pas un cahier de doléances et de recommandations, ça c'est certain. Les recommandations, elles sont vraiment venues à la fin, et ça a été le produit de l'exercice. Il était prévu au départ de faire un livre blanc, mais parce que c'était, quand on a mis en place la concertation et la charte, on s'est dit au départ, il faut amorcer la discussion, et pour amorcer la discussion, il faut resituer la problématique de ce franchissement
dans les problématiques générales à l'époque de la communauté urbaine. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce livre blanc, qui est en fait une synthèse de toutes les études prospectives qu'il y avait à la fois sur les problématiques de développement du logement, développement de l'économie, développement de la mobilité, développement de tout. Donc synthèse de tous les documents directeurs de l'institution, de toutes les réflexions que fait pour nous l'agence d'urbanisme. Et dès que ça avait un petit rapport avec ce secteur de l'agglomération et la problématique du franchissement, on le retenait et on en a fait une synthèse dans ce document, mais qui est vraiment très axé sur la problématique du franchissement dans ce secteur-là. Alors une deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui vous avez une idée concernant le calendrier de la mise en œuvre de la réalisation, sans engagement définitif? Donc on a passé du temps pour faire cette fameuse concertation, c'est du temps en amont. Aujourd'hui, du coup, on espère faire l'économie d'un recours contre une DUP où, honnêtement, on a tellement bien laissé la porte ouverte que je ne vois pas qui pourrait faire un recours, mais bon, on ne sait jamais. Donc aujourd'hui, on est en même temps en train de valider les études d'avant-projet. On va bientôt démarrer les études de projet. On est en train de finaliser toutes les études d'impact. On aura une enquête publique au mois de septembre. On espère avoir une DUP fin 2015 ou tout début 2016. Et ensuite, on démarrera les travaux tout début 2017. Et on a 33 mois de travaux. Donc c'est un pont qui sera mis en service en principe au tournant de l'année 2019. Vers septembre 2019. Une dernière question, et là c'est plus sur la question de la démarche. En fait, si vous aviez à refaire cette démarche de concertation, est-ce qu'il y a des choses que vous ne referiez pas? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez autrement? Et est-ce qu'il y a des choses que vous feriez en plus? Alors, que je ne referai pas... Non, sur l'exercice, on essaiera de faire plus rapide. Mais bon, c'était la première fois, on tâtonnait, donc je pense que si on refaisait l'exercice, on saurait aller un peu plus vite, au moins dans la mise en place de la démarche. Et en plus on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des questions qui peuvent aujourd'hui faire débat et qui n'avaient pas forcément été posées. Aujourd'hui, on a une association qui a peur de problématiques de bruit. Alors, il faut savoir que de ce côté-là, aujourd'hui, ce que vous voyez en prairie, c'est une autoroute. Donc ce quartier-là, ici, donc il dit un pont, très bien, etc. Il a oublié de demander, dans le cadre de la concertation, que non seulement le projet réponde complètement aux obligations réglementaires en termes de protection acoustique, c'est-à-dire qu'on n'amènera pas plus de bruit, mais finalement, ils se disent, on a oublié de demander qu'à l'occasion du pont, on en ait moins. Comme ils sont le long d'une autoroute, ils auraient aimé... voilà. Donc il y a des choses comme ça qui ressortent aujourd'hui, qui sont un petit peu les points de friction, parce qu'on a oublié de les... Nous, ou le public, ou les associations, c'est des choses qui ont été... qui ne sont pas venues dans le débat.